Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour, Adrien Djomakou. Ahmed Arikwa, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On démarre par ce fait d'actualité auquel personne n'échappe. Et d'ailleurs, tous les quotidiens en parlent ce matin. Nous sommes dans la sous-région, notamment au Niger. Fraternité. Le quotidien de Ménotin en parle également sous la forme que voici. Situation confuse autour de la présidence au Niger. Bazoum Momin de sa garde, talent en médiateur à Niamey. Adrien. Oui, depuis hier, on parlait de tentative de coup d'État au Niger. Mais très tôt ce matin, nous avons compris que le coup d'État a été consommé. C'était environ de 23h30 que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est monté au créneau sur la radio et télévision nationale du Niger pour annoncer cette mauvaise information. C'est vrai que dans tout pays, il y a des problèmes, mais que des problèmes amènent jusqu'à ce que les militaires prennent le pouvoir dans un pays démocratique, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, finalement, on a compris que le coup d'État a été consommé. Et hier, si vous suivez bien l'actualité, vous devez comprendre que juste après le Conseil des ministres, le président béninois s'est rapidement rendu à Abuja. Puis il a échangé avec le président en exercice de la CEDEAO, qui l'a instruit pour qu'il se rende très rapidement au Niger pour enclencher toute négociation permettant de ramener l'ordre constitutionnel. Et évidemment, les choses ont évolué graduellement. Et finalement, parce que c'était hier autour de 18h30, 19h que le président béninois est rentré au Bénin. Jusqu'à présent, Patrice Talon ne s'est pas rendu de l'autre côté au Niger avant qu'un couvre-feu ne soit déclaré là-bas, puisque désormais au Niger, le couvre-feu court de 22h à 5h du matin. Les frontières sont fermées. Toutes les frontières sont fermées. Et les putschistes ont annoncé avoir effectivement pris le pouvoir. Et ils avancent comme argument mauvaise gouvernance économique et sociale et la dégradation de la situation sécuritaire. Ce sont les deux points forts que nous pouvons retenir dans leur déclaration. Je pense qu'à l'analyse, c'est qu'ils n'ont pas parlé d'une mauvaise gouvernance démocratique. Ça veut dire que la démocratie n'est pas peut-être remise en cause dans leur pays, mais ils déplorent, ils dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire. Parce que vous savez, les djihadistes, depuis quelques années, opèrent dans la sous-région et presque tous les pays sont désormais impliqués pour pouvoir terminer avec cet état de choses. Mais les djihadistes résistent toujours au gouvernement. Je pense qu'il y a un sursaut patriotique qui est en train d'être mené et avec le président de la CEDEAO, ça fait partie des points forts, lutter contre les terroristes. Bien sûr. Donc je pense quand même que, bon, ce n'est pas bien, c'est une mauvaise chose. Et moi je condamne ça, je condamne la prise de pouvoir par la force. Et Patrice Talon, qui a entamé les négociations téléphoniques, parce que pour le moment, il ne peut pas se rendre dans le pays, mais avec des accords. C'est vrai qu'il y a au Niger maintenant, ils ont suspendu, il y a dissolution de la Constitution, ils ont suspendu toutes les institutions de la République, et vous venez de le dire, il y a la fermeture de toutes les frontières. Donc, c'est pour dire que il y a matière à réflexion et le plus important, c'est que la balle soit remise à terre et que les choses reprennent normalement, que les négociations aboutissent afin que la tienne au pouvoir puisse comprendre que bon, il vaut mieux
aller constitutionnellement que de vous voulez prendre parler le pouvoir. justement d'un retour à l'ordre constitutionnel. Tout à fait. D'ailleurs, on s'interrogera sur les chances. Oui, à l'ordre constitutionnel. On s'interrogera justement sur les chances d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, dans la suite de Matin d'Éden de ce jour, dans l'actu décalé notamment, avec Olivier Michel de Campos et Hamzat Abdoulaye, qui sont tous deux consultants et analystes géopolitiques. Laurent Roland Tonenkes, oui, sur ce fait d'actualité, situation confuse donc autour de la présidence au Niger, fraternité qui titre Bazoum Moment de sa garde, talent en médiateur à Niamey. Alors, qu'il vous souvienne que quand on a évoqué la question de Bola Tinubu, qui avait dit juste après avoir été élu président de la CEDEAO, disait qu'il était contre le coup d'État. J'ai été très clair en disant il faut régler les problèmes internes dans les pays. Et ça peut être à mettre à l'abri des coups d'État. Aussi longtemps. C'est vrai qu'à l'époque, vous aviez surtout mis l'accent sur la question des troisième mandats, par exemple. Oui, et dans le cas d'espèce, non, j'ai parlé de troisième mandat ordre constitutionnel, mais j'ai parlé aussi de bonne gouvernance en interne. Cela suppose que quoi? Quand vous prenez le Niger, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés superficie. C'est autour de 25 millions. La population, c'est autour de 25 millions. En tout cas, selon les chiffres de la Banque mondiale en 2021. Le Niger, c'est le 4e producteur d'uranium au monde. D'accord? Et le Niger dispose de la 6e plus grande réserve d'uranium au monde. D'accord? Et puis, le Niger, aujourd'hui, est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gestion en interne. Je rappelle que c'est le 5e coup d'État depuis 1960. Oui. Et donc, quand on regarde un peu cette situation, et quand on regarde la gouvernance de ce pays, il y a bien des choses à dire. Écoutez, pour les élections présidentielles passées, il y a un problème avec l'opposant Amadou. Et puis, à un moment donné, Bazoum, qui est le dauphin Mahamadou Issifou, a pris le pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Premier ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables du Niger, c'est le fils de Mahamadou Issifou. Au cours du remaniement de 2022, il a été nommé uniquement ministre du pétrole. On sait que le Niger dispose d'une grande réserve de pétrole. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le projet Pipeline. Donc, et bien évidemment, quand vous regardez ce pays, qui a une grande superficie de désert dans cette mesure, où l'accès à l'eau est difficile, par exemple, où les gens... Regardez le nombre de Nigériens que nous avons au Bénin. Il y a quelques années, c'est les Ghanéens qu'on voyait comme ça. Le Ghana a pris ses responsabilités. Vous ne verrez plus de Ghanéens dans les rues en train de taper pour dire ils sont chouchou makers. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. Mais les quelques-uns qui restent, c'est ceux qui sont devenus béninois, qui n'ont plus envie de rentrer chez eux. Qui ne veulent plus rentrer chez eux. Et vous ne voyez plus de Ghanéens dans les rues de Cotonou ou de Calavi. On n'en voit plus. Aujourd'hui, c'est les Nigériens qu'on voit. Pourtant, leur pays est un pays très riche en termes de sous-sol. Il y a un problème de gestion dans ce pays. C'est-à-dire que l'argument évoqué par les putschistes quant à la destruction justement du tissu économique, par exemple, dans la gestion du pays, est valable. C'est pas faux. Et Bazoum aussi savait très bien que les Nigériens, en tout cas une partie des Nigériens, avaient des griefs contre lui, estimant qu'il n'était pas un Nigérien puissant. De souche. Donc, il y avait aussi ce problème qu'il fallait régler. Quand c'est comme ça que vous vous trouvez dans de telles postures, vous savez où mettre les pieds et vous faites très attention. Quand je vois un Bazoum qui a échappé à déjà un coup d'État dans son pays, s'embarquer dans ce qu'ils sont en train de faire là, en allant voir Tinubu pour dire qu'il voulait aller parler à Assimi Goïta, parler à Traoré. Il faut rappeler justement qu'il était d'ailleurs au Bénin. Il faut parler à Doumbouya. Sachant que le Niger partage des frontières avec le Burkina Faso et le Mali, il faut faire très attention. Parce que oui, dans votre propre sein, la preuve, écoutez, ce n'est pas des gens qui sont... Seriez-vous en train de sous-entendre, Laurent Roland Tonenkes, que ce putsch intervenu donc hier en République nigérienne pourrait avoir ses ramifications dans d'autres pays de la sous-région? C'est possible. Il a déjà frôlé un coup d'État une fois. Il doit faire attention. Et revoir son mode de gestion. Quand on apprend que c'est pas... Disons pratiquement 2 fois, puisque 2 jours après son investiture, c'est arrivé. Oui, il y avait une tentative comme ça. Mais quand on dit que c'est parce qu'il veut sauter le général Tiani, ah ben écoutez, quand vous voulez sauter le général Tiani qui s'oppose à ça, et que le général Tiani essaie de vous faire un coup d'État et que maintenant, on voit que de plus en plus, il y a des personnes autour de lui qui acceptent. Parce qu'en fait, Doumbouya ne se laissera pas faire. Et Goïta ne va pas se laisser faire. Traoré ne va pas se laisser faire. Donc, ces personnes, quand vous regardez la bande au niveau du Mali, Burkina Faso, Guinée,
progressivement, on va vers des coups d'État. Et on voit que... Le Tchad, pas plus loin. Pas plus loin. Avec, non, au moins, c'est parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir là-bas qu'on ne peut pas espérer pour autant un coup d'État plus loin, rapidement. Mais ça peut arriver. Il y a eu des tentatives. Il y a même eu une tentative, je pense, voilà. plus tard qu'en décembre dernier. Maintenant, quand vous regardez un peu la bande, vous voyez que pratiquement, ils sont en train de reconquérir l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout chef d'État qui se retrouve en Afrique de l'Ouest doit pouvoir repenser sa gouvernance, faire très attention. Parce que si c'est Tiani qui est dans la garde présidentielle qui lui fait un coup, ça veut dire que l'ennemi n'est pas loin, c'est toujours à côté. Sur le même sujet, Fraternité précise donc que Talon, justement, est un médiateur à Niamey, sauf qu'on apprend que toutes les frontières sont fermées. Chomako nous apprend donc qu'il n'a pas pu s'y rendre. Oui, bon, moi, je n'ai pas l'information. Je ne l'ai pas non plus. Je n'ai pas l'information s'il est parti ou pas. Je crois que beaucoup de médias ont publié qu'il était au Niger. Avec justement le chef d'état-major du Nigeria. Bon, maintenant, moi, c'est les services gouvernementaux qui doivent confirmer l'information ou l'infirmer. Mais ce que je sais, c'est que je l'ai dit, même Tinubu qui est là n'est pas à l'abri d'un coup d'État s'il ne fait pas bien dans son pays. Sachant très bien que le Nigeria est un pays qui a été tout le temps exposé au coup d'État, il faut faire très attention. Je rappelle que jusque ces chefs d'État n'ont pas autre chose à faire. Sissoko, par exemple, aussi doit pouvoir faire très attention. Il a aussi frôlé un coup d'État. Et d'ailleurs, pour les dernières élections législatives dans ce pays, il a perdu la majorité. Cela suppose que quoi? Il doit davantage se remettre en cause plutôt que de chercher à jouer le médiateur en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. C'est très important. D'accord, oui. Oui, je précise à nouveau, Patrice Talon n'est pas encore à Niamey au Niger. Il est toujours au Bénin. Les négociations continuent téléphoniquement. Une chose est claire, il a été missionné pour ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'avec ce coup d'État, la CEDEAO vient de recevoir un coup dur. Absolument. Un coup dur, d'autant plus que la semaine dernière, je pense, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, vous devez constater que le président Bazoum était au Bénin, avec le président guinéen. C'est ensemble qui se sont rendus avec le chef de l'État, chez Bola Tinubu. Et c'est là-bas que le président en exercice de la CEDEAO a missionné Patrice Talon pour prendre contact avec les jeunes de pouvoir. Et si au lendemain de ça, déjà qu'on constate, puisque vous savez, dans la zone francophone, on voit souvent, ces derniers jours, on voit de plus en plus le président Patrice Talon avec Bazoum de l'autre côté du Nigeria. Donc je pense quand même que c'est un coup dur pour Bola Tinubu. Oui. Maintenant, ce qu'il faut aussi déplorer, c'est quoi? Si vous suivez la déclaration des putschistes, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et ils ont dit, ils demandent à ce que les partenaires extérieurs, étrangers ne se gèrent pas dans leur affaire. Je pense qu'ils doivent ramener un peu la balle à terre. C'est très important. Parce qu'il faut que des gens vous parlent, il faut que des gens vous conseillent pour que vous remettez peut-être en cause ce que vous faites ou vous ramenez davantage la balle à terre. C'est en écoutant les partenaires étrangers que la junte au pouvoir peut quand même décider d'aller à tel ou tel endroit. J'espère que le président Patrice Talon doit pouvoir faire très attention. Je crois que c'est Korovi Bertin qui disait de ne pas se mêler des affaires du Niger. Vous savez, nous avons déjà deux frontières, deux pays avec lesquels nous partageons les frontières, qui vivent la situation de militaires au pouvoir. Cela suppose que quoi? Aucun pays de la sous-région maintenant n'est à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri. D'ailleurs, tout pays qui partage les frontières avec le Mali, la Guinée, Conakry, le Burkina Faso et le Niger doit pouvoir faire très attention. Et c'est ce qui compte. Et ce qui compte aussi, c'est que ces chefs d'État de ces pays qui n'ont pas encore eu de coup d'État sur le territoire, ce qu'on ne souhaite pas, moi je n'encourage pas les coups d'État. Je suis formel là-dessus, ce n'est pas une bonne chose. Mais aussi longtemps que nous aurons des chefs d'État qui bouchent leurs oreilles, qui ne veulent pas écouter les cris des opposants, les cris de la société civile, les cris des différentes composantes de leur pays, il y aura toujours des mouvements d'humeur. On a pu voir, on a dit qu'il avait été retenu, Bazoum a été retenu par sa garde. C'est ce qu'on a pu voir en Guinée avec Alpha Condé. Ils l'ont retenu, après c'est devenu un coup d'État, ça a été consommé.
Cela suppose que quoi? Faire très attention et écouter. Parce qu'à un moment donné, quand vous étouffez l'opposition, quand vous étouffez la société civile et que vous n'écoutez pas les composantes de la société, à un moment donné, les militaires ont des parents au niveau de la société civile, au niveau des opposants, au niveau des composants de la société. Et à ce moment, c'est eux qui prennent le pouvoir parce qu'ils veulent siffler la fin de la récréation. Tout chef d'État de la sous-région qui n'a pas encore subi un coup d'État doit pouvoir se remettre en cause pour dire qu'est-ce qui a entraîné un coup d'État au Mali, qu'est-ce qui a entraîné un coup d'État en Burkina Faso, au Niger. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter cela? Il n'y a pas d'assurance tout risque dans cette affaire de politique. Tentons de répondre à cette interrogation, Adrien Tchomakou, de Matin Libre. Récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au-delà des sanctions et condamnations, n'est-il pas temps de régler les problèmes de fond? Oui, régler les problèmes de fond, je pense que Laurent l'a évoqué tout à l'heure et il avait prédit ici. C'est quoi le problème de fond? C'est que Tounoubu doit amener les chefs d'État qui constituent la CEDEAO à mieux gérer leur pays, à mieux respecter la constitution de leur pays. Tout part de là. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la démocratie, la constitution qui est remise en cause, mais on parle de la dégradation de la situation sécuritaire. En Afrique de l'Ouest, nous savons que les djihadistes, les terroristes opèrent. Comment faire pour régler ce problème? C'est très important. Le cas du Bénin, je pense que nous sommes en train de trouver les moyens pour pouvoir repousser les terroristes. Je pense que le Bénin est en train de tout mettre en œuvre, comme beaucoup d'autres États, pour que, en matière de gestion économique, vous voyez, au Niger, les militaires dénoncent la mauvaise gouvernance sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas ce que Boni Yahi appelait... comment on appelle? Hautement social, non, pas hautement social. Ça, c'est Patrice Salon, ça. Okay. Boni Yahi, la prospérité partagée. La prospérité partagée, d'accord. La prospérité partagée. Donc, c'est que ce qui vient pour nous tous là, hein, en matière d'intérêt, il faut que chacun goûte à cela. Vous avez vu comment ça se passe dans certains pays où on augmente par moment les salaires aux fonctionnaires. On essaie quand même de régler certains problèmes d'ordre général. C'est de ça qu'il est question. Vous faites allusion notamment aussi au salaire, par exemple. Bon, pas seulement au Bénin, ça se passe aussi au Togo. Bien sûr, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque État doit mettre en place une politique non seulement de reddition de comptes, hein, mais surtout de prospérité partagée. Nous parlons au Bénin de hautement social. Vous avez vu, par exemple, peut-être on va l'aborder à conseil des ministres d'hier, ou de la réhabilitation de 700 centres de santé. C'est de ça qu'il est question. Ce qu'il faut aussi déplorer, c'est que nous devons nous dire qu'un coup d'État dans un pays ramène toujours tout à zéro. On ne le souhaite plus. Il faut que ça cesse dans aucun pays. Il faut que ça cesse dans la sous-région. Merci. Oui, Laurent, pour finir sur le sujet. Non, je crois que pour régler le problème de fond, je l'ai toujours dit, que les chefs d'État respectent davantage leurs concitoyens. Que les chefs d'État respectent davantage leurs concitoyens, évitent d'étouffer, en tout cas, de réduire l'opposition au silence, de réduire la société civile au silence, de réduire les confessions religieuses au silence et de faire la sourde oreille aux cris, en tout cas, de détresse des populations. Parce que quand vous continuez à faire ça, ça crée des frustrations. Et quand les frustrations arrivent, ça explose. Quand ça explose, ça peut être des tensions dans le pays, tout comme ça peut être les militaires qui viennent prendre le pouvoir pour siffler la fin de la récréation. Tout chef d'État de la sous-région qui n'a pas encore suivi ça doit comprendre. Je parle ce matin de Ouattara, par exemple. Je parle de Macky Sall, par exemple. Je parle ce matin de Patrice Talon aussi, qui est en train de finir son mandat. Qu'ils comprennent qu'à la fin de son mandat, il doit partir. Je sais qu'il va partir. Mais je pense qu'il y a pris des engagements fermes. Oui, mais il y a au moins deux modèles actuellement qui en réalité peuvent amener des tensions. Le cas Macky Sall au Sénégal, qui continue de faire ce qu'il doit faire. Il veut faire, en tout cas à la tête de son pays, pour semer le bordel. Mais je même s'il a été
très clair par rapport justement oui, mais écoutez, à la question de je suis d'accord, mais il y a un précédent concernant Sonko qu'il faut régler. Et quand on prend le cas Ouattara, par exemple, qui a vu que, bon, en fait, parce que ces deux faits sont décédés, il doit prendre le pouvoir, et qui s'apprêterait à être encore candidat pour les prochaines élections, il doit pouvoir faire très attention, parce que l'ennemi n'est jamais loin, c'est toujours à côté de vous. Pour te faire définitivement, je voudrais dire quoi? C'est que, vous savez, l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne, le Quai d'Orsay, qui délèguent des médiateurs, ces médiateurs peuvent toutefois se rendre là-bas. Et ils vont se rendre là-bas. Peut-être aujourd'hui, Patrice Talon va se rendre là-bas parce que, bien que les frontières soient fermées, il faut dire que tout État, ils ont procédé, par exemple, en tout cas en Afrique, pour ce que je sais, en Afrique de l'Ouest surtout, c'est qu'ils ont ratifié un accord international qui permet quand même de laisser passer les anciens chefs d'État et les hauts diplomates, ainsi que même en situation, de crise, ils peuvent venir et ils s'annoncent, et puis le chef de pouvoir accepte, on prend les dispositions sécuritaires et ils viennent pour pouvoir apaiser, parler et essayer de les convaincre. D'accord, allez. Donc, peut-être Patrice Talon sera là-bas ce matin. Ce matin, pourquoi pas. Sinon, il est toujours au Bénin. Patrice Talon, justement, parlons-en, qui s'est envolé hier soir pour le Nigeria, rencontrer le président de la CEDEAO, le président en exercice, Bola Tinubu du Nigeria. Mais bien avant donc, ce départ pour le Nigeria, le président Patrice Talon qui a tenu donc le Conseil des ministres et au sortir de ce conseil, justement, on annonce entre autres la construction et la réhabilitation de plus de 700 hôpitaux. Laurent Roland Tononiques. Je crois que c'est un problème qu'on a toujours dénoncé ici. Il n'y a pas ce jour, peut-être si l'occasion se présentait qu'on n'en parle pas. Donc j'ai toujours évoqué le cas des centres de santé qui sont dans un état plus que délabré, où il y a manque d'ambulances, il y a manque d'infrastructures de base, d'instruments de travail des médecins et des infirmiers. Et je crois qu'on a toujours dénoncé cela, et donc aujourd'hui on peut se réjouir de ce que le gouvernement écoute enfin, en tout cas, ce cri de détresse pour réagir. Parce qu'il ne sert à rien de dire que nous tendons vers le développement, que nous faisons des infrastructures à Cotonou, que nous voulons développer le Bénin et que nous mettons beaucoup de moyens, alors que quand les citoyens tombent malades, vont dans les centres de santé, il y a un problème, il y a un manque d'abord de personnel déjà qualifié, mais en même temps comment vous appelez, de matériel, bien évidemment, pour prendre en charge les citoyens. C'est une bonne nouvelle et il faut se réjouir de ce que le gouvernement vraiment ait pris une telle décision. Il faut que ça aille très vite parce que les gens meurent silencieusement dans nos localités, dans ces centres de santé qui manquent du minimum. C'est très important. Adrien Tchomakou, sur le même sujet, l'événement du jour titre ce matin « Décision de réhabilitation de centres hospitaliers et de santé, Talon très engagé pour des soins de qualité au Bénin ». Oui, Patrice Talon est très engagé pour les soins de qualité au Bénin. Vous savez, même chez vous à la maison, si votre chambre n'est pas propre, si vous n'avez pas essayé d'embellir un peu là où vous êtes, vous tombez malade. Et à comprendre déjà que l'intéressé est déjà malade, le patient vient et découvre que l'hôpital est insalubre, n'est pas du tout propre, et que bon, il y a des choses, il y a des toits d'arrêt, il y a ceci. Je pense que la maladie va s'aggraver. Donc, Patrice Talon a bien fait de prendre cette décision courageuse. C'est vrai, on ne va pas le féliciter. Il est de ses prérogatives que le gouvernement injecte des milliards de francs CFA pour pouvoir réhabiliter les hôpitaux, construire d'autres et faire en sorte que le plateau technique soit amélioré. Donc je pense que le gouvernement est en train de jouer convenablement sa partition. Le gouvernement est en train de faire ce qu'il devrait faire. C'est vrai, c'est une question de calendrier. Nous n'allons pas, je le dis, féliciter le pouvoir central, mais c'est déjà bien que ça passe en Conseil des ministres et que des institutions soient données afin que la réhabilitation de plus de 700 hôpitaux démarre sous peu. Ce qu'il faut aussi dire, au plan politique, nous sommes, je le dis toujours, nous sommes à la veille de 2026.
et réhabiliter 700 hôpitaux, pour moi, en tant qu'analyste politique, c'est un acte hautement politique aussi. C'est un acte hautement politique, même si ces gens d'actes ne doivent pas servir de campagne des collaborateurs directs ou indirects du pouvoir en place, peuvent d'une manière ou d'une autre s'en servir pour avoir assez de suffrages. C'est vrai que là où il y a le social, le politique n'est jamais loin. Tout à fait. Il faut d'abord une volonté politique. Et c'est heureux d'ailleurs que ce soit... Il faut une volonté politique pour que le social soit une réalité. C'est parce que peut-être il y a tel député, telle autorité à tel endroit. Vous savez, il y a assez d'hôpitaux au Bénin. 700 ne sont pas là. C'est peu. C'est peu, mais c'est beaucoup. C'est déjà un grand pas. Donc, je ne dirais pas que c'est sélectif, mais d'une manière ou d'une autre, ça contribue à faire au moment opportun de la campagne, pour ne pas dire de la propagande aussi. Oui, Laurent Roland-Antonin Nkès. Je crois que... Oui, heureux que ces propos viennent de la bouche de... C'est heureux. Et d'ailleurs, c'est heureux d'entendre Adrien Tchoumakou dire qu'on ne doit pas le féliciter parce que c'est une prérogative. Quand je le dis, on me prend pour un opposant. Non, pas du tout. Il a été élu pour améliorer les conditions de vie. Non, on peut en être fier, mais pas au point de l'applaudir avec les deux mains pour dire qu'il fait. Non, il n'est pas... Écoutez, il est élu pour ça, il le fait bien. Allez, il faut le remercier. Au détour du même Conseil des ministres, on annonce donc eh bien, la réhabilitation de plus de 2000 agents occasionnels. Il est également fait mention eh bien, du recrutement de 1100 policiers municipaux. Laurent Roland-Antonin Nkès. Oui, le recrutement social, c'est tout un ensemble. Donc, quand on travaille à recruter les jeunes, je crois que l'un des problèmes essentiels de ce pays, c'est la question de l'emploi des jeunes. Et donc, au fur et à mesure, quand on voit au cours de chaque conseil des ministres un recrutement lancé par le gouvernement, on doit s'en réjouir, féliciter le gouvernement et prier que le Bénin ait les moyens de supporter cette masse, de faire face à la masse salariale que cela engendre. C'est très important. Donc oui, ça fait pratiquement, comment vous appelez, 1100 personnes qui vont quitter le chômage, jeunes qui vont quitter le chômage. Il y a 2000 personnes qui vont quitter une situation précaire pour une situation assez confortable. En tout cas, quand ils sont réhabilités, ces agents occasionnels qui sont réhabilités, au moins de toute façon, il y a une assurance. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il faut encourager le gouvernement, prier qu'ils aient les moyens de supporter la masse salariale. Et puis aussi, au-delà de tout, il ne suffit pas de recruter. Que les conditions de traitement les conditions de traitement, en fait, rémunération aussi soient assez conséquentes, tenant compte de la cherté de la vie, de la difficulté des citoyens. Il ne suffit pas de recruter. En recrutant, mettons en place un système de rémunération assez conséquente. C'est très important. Un système donc conséquent, oui. Adrien Tchoumakou, sur un tout autre sujet à présent. La nouvelle génération parle ce matin de la Coupe du monde scolaire de football. Le Bénin quitte le Maroc par la grande porte et la tête haute. Bon, c'est vrai, je ne suis pas journaliste sportif, mais j'ai suivi un peu l'actualité. Et il faut dire que c'est le championnat du monde scolaire. Bien sûr, avec ces jeunes les élèves du CEG Sainte-Rita qui ont brillé. Ils ont d'abord pulvérisé le Mexique. 10 buts à 0. 10 buts à 0. Le Maroc, 2 buts à 1. Vous voyez. L'organisateur. L'Angleterre, 3 buts à 0. Et finalement, donc, disons, ils ont plié les Chines face à la France. Courbé les Chines, pardon, face à la France. C'est un score de 2 buts à 0. Ce que moi, je voudrais dire, je peux peut-être vous étonner. Oui. Mais c'est une réalité. Vous savez, depuis environ 20 ans, 25 ans, oui, je dirais 25 ans, quand j'étais au secondaire, en première ou en terminale en ce moment, je suivais un peu l'actualité. Il y a une équipe, c'est au CG Bégamin. On les appelle les Guépards. À l'époque. Le nom de l'équipe nationale qui devient les Guépards aujourd'hui, ça existait. Hein? D'accord. Au CG Bégamin, c'est bien ça. On les appelle les Guépards, si je ne me trompe pas. Mais c'est les Guépards qui brillaient comme ça. Ils ont toujours brillé comme ça. Les jeunes qui font le sport scolaire ont toujours brillé, je ne sais pas.
ils ont toujours brillé dans la sous-région, mais en ce moment, c'est les écureuils, l'équipe nationale. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche jamais. Une chose est claire, dans le cas d'espèce, les élèves du CG Sainte-Rita ont montré à la face du monde entier que le Bénin peut mieux faire en matière de football. Je pense que Omeki et toute son équipe doivent les encourager. Ils sont sortis, ces jeunes footballeurs sont sortis par la grande porte au Maroc. Dès qu'ils sont au pays, il faut peut-être voir si parmi ces jeunes, compétents, talentueux, on ne peut pas déjà procéder à une sélection. Et récupérer quelques-uns pour l'équipe nationale. Pour aller étoffer l'équipe nationale. Parce que quand vous suivez les guépards de l'équipe nationale, on dit que c'est des professionnels, c'est des internationaux, mais par moment, je me pose même la question de savoir si moi, Adrien Tchoumakou, je ne peux pas courir plus que ceux-là. Parce que quand le ballon tourne, je me pose la question de savoir si ceux-là, pourquoi ils ne courent pas. Oui, Laurent Roland Antonin, question de parcours pour ces jeunes. Oui, malheureusement pour ces jeunes, parce qu'on les a vus briller. De toute façon, les résultats qu'ils ont pu avoir dans les matchs de poule, pour les matchs de poule et pour les huitièmes de finale, c'était déjà encourageant. Très encourageant. Et on avait beaucoup espoir que ces jeunes aillent plus loin. Il y a aussi cette... vous savez, il y a peut-être le rythme, je parle du rythme, la pression, parce que vous savez, chaque jour, ils devaient jouer un match. D'abord, le premier jour, ils avaient joué 2 matchs, le matin et le soir. Et vous avez pu voir que le premier match, ils avaient commencé, ils avaient battu très fort, 10-0. Donc, le deuxième match de l'après-midi, ils ont battu 2-1. Cela montre qu'ils étaient un peu fatigués. De forme, et puis, le lendemain, 3-0. Il y a le rythme, effectivement. Voilà, il y a le rythme là. Et puis, le quatrième, vous comprenez que chaque jour joué, s'ils n'étaient pas habitués à jouer comme ça. Voilà. Dans d'autres pays, comme vous le savez très bien, l'enfant qui jouait est traité de délinquant le plus souvent. En tout cas, au fur et à mesure qu'on évolue maintenant, les gens finissent par comprendre. Les mentalités changent. Qu'il y a de l'argent dans le football. Donc, parfois, certains parents comprennent, mais certains parents ne supportent pas que les enfants jouent au football. Et moi, j'avais dit à l'époque que ces enfants, s'ils avaient été peut-être mis dans des centres de formation, ils auraient pu s'adapter à un rythme aussi dense. Et jouer match tous les jours, ça ne leur posait aucun problème. Quand vous voyez le match qu'ils ont livré face à la France, pour finir par prendre un but, parce qu'à la pause, il était à 0-0. Donc quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'il y a une question d'expérience qui a manqué aux jeunes à ce niveau. Et une question d'endurance, j'allais dire, qui a manqué à ces jeunes à un moment donné. Mais déjà, on peut se réjouir de ce qui a été fait. Maintenant, pour la suite, quelle est la suite? La suite, c'est le suivi de ces jeunes. Très important. Très important en ce sens qu'ils ont prouvé, quand vous regardez les buts des enfants, la qualité du jeu, comment est-ce qu'ils distribuent le ballon sur le terrain, et vous regardez comment ils marquent les buts, vous vous rendez compte qu'ils ont quelque chose dans les jambes, ils ont quelque chose dans la tête. Il vaut mieux faire le suivi, les encourager. Et au passage, je renouvelle mes félicitations à Alexis Donald Akapo, directeur de l'OPSU, et de son adjoint, Jules Kayadokun, sans oublier le ministre de tutelle. Parce que si n'eût été leur effort, leur engagement, on ne serait pas là. Et le championnat scolaire qui doit reprendre de plus belle pour la rentrée scolaire, faire en sorte que les jeunes soient davantage motivés, mais soient davantage encadrés et suivis pour la suite. Que l'expérience malheureuse qu'on a pu connaître avec ceux qui étaient allés au Brésil après qu'on a oublié, que ça ne reprenne pas. Ces jeunes qui sont allés briller pour le championnat africain, en tout cas pour le scolaire africain, qui sont allés maintenant briller pour le championnat mondial scolaire, on doit pouvoir réfléchir pour dire que faisons-nous pour les récupérer. Les filles de Kilibor, par exemple. De Kobli. De Kobli, pardon. Depuis qu'elles sont rentrées, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Alors que ces filles ont montré beaucoup de choses. Donc, s'il y avait un suivi et qu'on les mettrait quelque part dans un centre, qu'on les encadrait, je suis sûr que dans 5 ans, nous ne serions plus obligés d'aller chercher des filles du Nigeria pour venir jouer pour nous ici. Restons dans le milieu scolaire. Tout permet rapidement, je voudrais rendre un vibrant hommage, si vous le permettez, au directeur général de l'OPSU et son adjoint. Je vais parler de Judikaël Ayadokou, ancien journaliste. Vous savez, les gens pensent que quand tu es journaliste, que tu n'as plus d'autres capacités, tu ne peux plus faire autre chose. Autre chose, en fait. Non, ce n'est pas ça. Vous avez vu, il aurait fallu que Judikaël Ayadokou soit placé en tant que directeur général adjoint. Et avec le directeur général, M. Akapo, pour que tout marche. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais féliciter aussi et remercier
Omeki, le ministre, qui a placé leur confiance en ces deux jeunes. C'est des jeunes, hein, vous savez, Judicaël, je suis plus âgé que lui. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il fait partie de ceux... Merci de nous l'apprendre. Merci de nous l'apprendre. Oui. Merci de nous l'apprendre. Restons dans le milieu scolaire, mais parlons des examens de fin d'année à présent, notamment les résultats des examens de fin d'année. On va s'intéresser à cette actualité rattachée donc à la distribution des relevés de notes. Le quotidien Matin Libre titre ce matin « Échec au bac 2023 avec 11 de moyenne ». Laurent Tchomakou, Adrien Tchomakou. Laurent Roland Toniquès. Les correcteurs peuvent être interpellés selon Anselme Amoussou. Oui, si c'est revenir sur cette affaire. Si c'est un syndicaliste qui le dit, encore plus un surveillant, un enseignant qui le dit, je crois que ça veut dire qu'il y a possibilité d'interpeller vraiment le surveillant. Parce que j'estime, moi j'ai appris selon une version que le gars n'aurait pas composé en mathématiques. Si c'est vrai qu'il n'a pas composé en mathématiques, c'est qu'il méritait les zéros d'office. Mais s'il a composé... Selon la deuxième version qui tend à être celle officielle, c'est qu'il a composé, sauf que plutôt que donc... de répondre aux différentes questions, il s'est contenté de recopier à chaque fois les consignes. Je définis, je justifie sans jamais vraiment justifier, sans faire aucun effort de justification, sans mettre une seule formule. Ahmed Arikpa, oui. C'est exactement ce que j'ai fait au bac. Oui. J'ai pris l'épreuve, j'ai vu les consignes, je définis, je démontre que et je reprends pratiquement. Je n'ai rien fait. Sans avoir fait aucun effort, c'est ça? De démonstration? Je vous dis, si on me sort ma feuille de mathématiques là, je n'ai rien écrit de bon. Et pourtant, cet enseignant a eu la bonne volonté de donner 2. Alors, c'est pour vous dire quoi? Selon les infos, c'est que justement le correcteur lui a donné la note 1 et qu'une fois donc la phase des contrôleurs passée, c'est le contrôleur, l'inspecteur justement, qui a plutôt jugé de mettre la note 0. C'est ce qui est dit en tout cas. Oui, dans ces cas, moi je pense que si... je ne parle pas de complaisance. Je ne parle pas de complaisance, mais si... Et la copie aurait d'ailleurs fait le tour. Fait le tour. Si la copie a fait, vous savez, quand même le superviseur du centre a donné son OK pour que la note 0 soit maintenue. Oui, je crois que même au niveau de la compilation des notes, quand on voit une telle note, et qu'au moins le gars a écrit quelque chose sur la feuille. Oui, sauf qu'il n'a fait aucun effort. Non, écoutez, vous savez, il est allé... Se contenter de recopier la consigne, ce n'est pas un effort. Le gars, il est allé en A2, pourquoi? Oui. Il n'a pas fait... C'est pas assez. Si c'était en C qu'on lui donnait un 0 comme ça, malgré ce qui s'est passé avec les notes qu'il a là, je comprendrais parce qu'il est allé en C, d'accord? Il est en A2. Ça, aller en A2, ça veut dire qu'il reconnaît ses limites en mathématiques. Ça veut dire que quoi? Celui-là sait très bien qu'en mathématiques, il ne faut rien, qu'il ne peut pas aller en D ou en C. C'est pourquoi je dis que quelque part, je ne dis pas que c'est une norme qu'on doit lui donner nécessairement 1 ou 2. Mais je pense que ils sont tous des humains à un moment donné. Et au niveau de la compilation des notes, vous avez pu voir les notes qu'il a eues dans les autres matières. Et il lui manquait juste un dans cette matière pour passer. On aurait pu peut-être lui donner le 1 et passer, et oublier ça et continuer. Parce que le gars ne veut pas aller faire de mathématiques dans un collège. Il a un bac A2. Personne ne le recruterait pour faire mathématiques. Donc, à quoi bon l'empêcher de passer? Aujourd'hui, tout le monde veut justifier. Pour... Vous êtes d'avis, en tout cas, je demande pas, oui, je ne demande pas qu'on soit complaisant. Mais à un moment donné, si par exemple, le gars n'avait pas la moyenne que c'est les 1 en mathématiques il pourrait le racheter pour qu'il ait le bac, je suis contre. Mais là, au moins on pouvait avoir, c'est-à-dire le sens humain et l'aider, peut-être le dire là pour dire, mettez vas-y. Adrien, tu vois aussi le sujet rapidement. Sur le sujet, vous savez, pour moi, ma position, elle est claire. Quand tu es candidat et que tu viens dans une salle d'examen, du fait que tu as pris ton bic, et tu as écrit ton nom et prénom. Je pensais que c'est suffisant pour avoir... c'est suffisant déjà pour avoir demi ou 1. D'accord. Me donner 0, alors que je suis venu ce jour-là composer. Je peux ne rien écrire sur ma feuille. Ne rien écrire aussi. Écoutez, mais il y a ma présence. Pourquoi parle-t-on de présence? D'accord. La présence, elle est capitale. Sauf que... La présence, déjà, c'est 1 ou demi. Sauf que je dis, ce n'est même pas une erreur très grave, sauf une que faute, de manière mais c'est un péché. Dans aucun barème, Ils ont fait le travail. Quel travail ils ont fait? Ils ont fait quel travail? Ça me dit première des choses. Je ne sais pas si vous avez... Tous ceux-là, que ce soit le correcteur, le superviseur ou le chef sans je ne sais qui, c'est-à-dire qu'il m'en excuse,
ils sont complices de ce que ce petit doit encore reprendre le baccalauréat. Laurent, sauf que Adrien, sauf qu'à aucun moment, d'accord, de manière officielle, dans un barème donc pour la correction d'une épreuve, on ne vous dira qu'il faut donner 1 pour la présence. Jamais. Est-ce que vous savez... Moi, je dis, je plaide. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'intuition? On ferme ce dossier ou alors je demande à ce qu'on ferme vos micros. On va finir par l'indépendant Adrien Tchomakou, festivité marquant le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Le boulevard de la Marina a fermé la circulation jusqu'au 2 août prochain. Oui, le boulevard de la Marina est fermé, est fermé à la circulation. Il faut dire que la place de l'Amazone de ce boulevard fait sa toilette. Tout est fait prêt. Et je pense que le Bénin doit accueillir de hauts responsables, des présidents même de la sous-région. Le président nigérien est d'ailleurs il y a le président de Bola Tinubu, même s'il sera préoccupé par la gestion de cette crise au Niger. Il y aura aussi, si je ne me trompe pas, si les données ne changent plus, le président du Togo aussi. Mais une chose est claire, tout est fait prêt. Les petits plats sont mis dans les grands. Si vous y faites un tour, vous verrez des écrans géants. Et le lieu est bien choisi. Hein? Vous avez notre statue là, l'Amazone. L'Amazone, c'est la plus grande de l'Afrique, la deuxième plus grande de l'Afrique. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc c'est pour dire que tout se passe très bien. La fête sera belle. Les Béninois sont invités à respecter les dispositions sécuritaires. C'est très important. De toute façon, l'information circule depuis peu pour informer les uns les autres. Que les gens respectent les dispositions sécuritaires. Au plan établi en la matière. Agréablement le défilé militaire. Merci. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Merci à vous, Laurent Todenkes.